Bonjour, merci de nous accueillir chez vous, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France, en Belgique, au Luxembourg et sur les réseaux sociaux. Donc, comme je vous l'avais annoncé, on va parler de René Ménil encore. C'est le deuxième volet puisqu'il y en aura 3. Et aujourd'hui, je suis avec Madame Ménil qui vient. C'est elle qui a sollicité ces émissions pour nous parler de René Ménil, l'éveilleur. Tu as les images, François, tu as les livres, le tome 1, tome 2, et puis Légitime défense. François, tu as tome 1, tome 2. Tome 1, voilà. Tome 2, voilà. Et Légitime défense. Voilà. Donc, Geneviève Ménil, merci d'être là. Alors, dis-nous dis-nous pourquoi tu as voulu rééditer ces livres et quel est le but? Non, j'ai voulu rééditer Légitime défense et puis faire 2 livres, enfin 2 livres parce qu'il y avait beaucoup de matière à dire et à écrire. Et ces 2 livres regroupent la plupart des articles qu'il a écrits dans la presse, aussi bien martiniquaise, c'est-à-dire notamment dans Justice, surtout dans Justice, et dans la presse, dans d'autres... Justice qui a eu 100 ans. Justice qui a eu 100 ans cette année, voilà. Et dans d'autres aussi revues françaises et internationales. Parce que, comme quoi? Françaises comme quel Les Temps modernes. D'accord. Et internationales. La presse de Jean-Paul Sartre, il a écrit dans sa revue. Il a écrit aussi dans la Revue du Monde Noir. J'ai bien dit la Revue du Monde Noir, c'est-à-dire qui a été créée en 1931, avant donc Légitime défense, juste un an, par Madame Paulette Nardal. D'accord. Et qui mettait des articles d'écrivains noirs. Voilà. Donc, en premier, après, il y a eu Légitime défense, il y a eu L'étudiant noir qui a été fait après, et puis en 1900, L'étudiant noir 35, je crois, et puis après est apparu Pigment de Damas, puis Tropique, mais on en parlera après. Donc, c'était nécessaire, indispensable de faire ces livres pour déjà, même pas mettre en mémoire, parce que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de René Ménil. Oui, en effet, et ça a beaucoup plu aux téléspectateurs qu'on en parle, parce que beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire « je n'en avais jamais entendu parler ». Alors, je vais commencer. Après, alors, tu voulais faire un point. Tu disais que la semaine dernière, tu voulais apporter quelques petites précisions sur l'émission parce qu'il y avait une confusion des 2 livres. Oui, il y a une petite confusion. On avait avec nous... M. Pollinor. Bon, il a récité un article de Légitime défense. Or, ça se trouvait... on a annoncé que c'était un article de René Ménil, l'éveilleur de conscience. C'est pas la même année, c'est juste une petite rectification. Mais la plus importante, c'est surtout, c'est moi qui ai dit une ânerie, entre guillemets. J'ai dit que la Fédération socialiste avait été créée par Jules Monroe. Non, elle a été créée en 1901 par Joseph Lagrosilière. Et comme Joseph Lagrosilière s'est rapproché des Gisidiers, Jules Monroe s'est désolidarisé. Jules Monroe, le père, celui qui a créé le journal Justice, et donc il s'est désolidarisé et il a créé un mouvement socialiste, le Jean Jaurès, qui est socialiste. Voilà, je voulais rectifier simplement parce que c'est Lagrosilière qui est initiateur en 1901 de la Fédération socialiste de la Martinique. Voilà. D'accord. Merci. Alors, avec nous aujourd'hui, on a M. André Lucrèce. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Mais on est le matin. On est le matin. Donc, avec ces lumières, on est perdu. Oui. On a l'impression qu'on est le soir. On est mercredi matin. Donc, André, merci d'être là. Alors, tu as connu René Ménil au lycée Schellcher. Et alors, parle-nous de lui, puisque toi, tu es un de ses contemporains. Et tu le connais bien, puisque tous ceux qui le découvrent à travers ses livres aujourd'hui n'ont pas eu la même chose que toi. Tout à fait. Je l'ai connu au lycée Schellcher, mais alors comme élève. Alors, il n'a pas été mon professeur, mais c'est très amusant parce que nous étions en philosophie et nous avions un professeur qui était plutôt... qui aimait beaucoup les philosophes un peu chrétiens. Et donc,
qui nous faisait beaucoup de cours sur ces philosophes-là. Mais nous savions que dans la salle à côté, il y avait René Ménil. Et attends, mais le philosophe chrétien, c'était qui, le prof qui utilisait Monsieur beaucoup? Lanier. Monsieur comment? C'était Monsieur Lanier. C'est un Martiniquais aussi? Oui, enfin, d'adoption. Oui, d'accord. D'adoption. D'accord. Hein, Monsieur Lanier. Je crois d'ailleurs que son fils, tout au moins, vit encore à la Martinique. Oui. Et donc, c'était juste à côté, la salle était juste à côté, celle de René Ménil. Et comme nous savions que René était un expert dans le domaine du marxisme, de la philosophie marxiste, donc on se disait, nous qui préparions à ce moment-là le baccalauréat, nous étions en terminale de philo, et nous nous disions, mais il faut qu'on aille écouter René Ménil parce qu'il connaît très très bien le marxisme. Et pourquoi à l'époque? Pourquoi le marxisme à l'époque? Parce que il y a même j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils sont partis en URSS. C'était l'URSS à l'époque. Ah oui, parce que... Il y en a même qui parlent le russe. Oui, tout des à fait. Martiniquais. Tout à fait, tout à fait. Parce que il faut bien dire une chose. Il faut pas oublier que au moment où, par exemple, vont sortir des textes comme Tropique, par exemple, et même bien après. Il ne faut pas oublier que le Parti communiste jouait un rôle fondamental. Le journal Justice était un journal qui était extrêmement lu et donc il y avait une influence du Parti communiste. Et il ne faut pas oublier non plus qu'Aimé Césaire a été élu donc en tant que membre du Parti communiste. Et donc tout cela a entraîné, si on peut dire, donc une sorte d'adhésion au Parti communiste, et plusieurs jeunes Martiniquais, en effet, sont partis à Moscou faire des études. C'est voilà. ça. C'est ce Le qu'ils m'ont fils dit. d'Armand Nicolas, d'ailleurs. Tout à fait. Tout à Madame fait. Ils étaient Sylvestre plusieurs. aussi, à la bibliothèque, Oui, tout à fait. Il y a Shakespeare. toute une série de personnes qui sont parties comme ça à Moscou faire des études. Et alors, je reviens à René Ménil parce que d'abord, il était considéré comme un excellent professeur. Oui. Ça, il faut commencer C'est par le exact. dire. Et avec une classe, on a vu, bien fournie. C'était pas des classes de 30 élèves comme Ah aujourd'hui. oui, aujourd'hui, C'était 42. oui, c'était. Alors justement, il avait aussi, je tiens à le dire, beaucoup d'humour. D'ailleurs, René a toujours été, il le dit dans Tropique d'ailleurs, il dit à quel point l'humour est une chose importante dans la vie. Et alors, comme nous étions plusieurs à venir donc en complément donc dans sa classe, il voyait bien qu'il y avait des élèves qui n'étaient pas les siens. Et il disait, mais on dirait qu'aujourd'hui, nous sommes un peu plus nombreux. mais sans évidemment nous empêcher donc de suivre ses cours. Et donc, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Et ça, il faut le dire. Et comme professeur, je le répète, c'était quelqu'un aussi qui était extrêmement respecté. D'accord. Je voudrais rajouter quelque chose. Vas-y. Justement, pour rejoindre ce que tu as dit, Monsieur Augiac m'a dit il m'a fait la même remarque que toi. Il assistait au cours de René. Il faut dire que René annonçait le cours suivant à la fin. C'est ça, Donc, tout à fait. et ça se le disait, la classe d'à côté et les autres sections d'ailleurs savaient quel cours il allait faire. Ils se disaient, nous, on va aller assister, ce pas cours-là. nécessairement sur Marx, voilà, on va aller assister. Alors, Marx me disait, nous, on faisait un petit signe avant de rentrer, parce qu'il y avait une porte qui donnait dans sa classe. Lui, il faisait un petit signe, mais il y en a d'autres qui n'en faisaient pas, d'après ce que... Il y en a qui rentraient discrètement, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils disaient rien. Non, Franchement, tout à c'est fait. inaccepté de voir une classe bondée. Ils étaient debout, parce que des fois, la classe entière était doublée. C'était le prémisse des amphis, alors. Mais Son cours. oui, en quelque sorte, parce que, je le répète, on savait que c'était un professeur d'abord sérieux, et puis qui avait donc ce don de la pédagogie et qui est absolument indispensable à ceux qui préparent en plus le baccalauréat. Donc voilà. C'est pas comme aujourd'hui où les gosses sont réfractaires à la philo. Par Aujourd'hui, exemple. ils ont tous peur de la philo. Oui. Bon, ça a été aussi un petit peu une tradition, cette peur de la philosophie. Pourquoi ? Parce que les autres matières, en fait, sont enseignées
dans les classes d'avant. Oui, on découvre. Tandis qu'on découvre la philosophie. En première, ou maintenant en première. Mais et on se dit, mais qu'est-ce que qu'on c'est va que faire, cette histoire, la philosophie, et puis la philosophie a toujours eu un certain prestige. Ouais. Donc c'est ce qui faisait un peu peur aux élèves. Voilà. Alors, la période de légitime défense. Alors, je voulais dire, avant de Oui. parler de la période de légitime défense, parce que c'est lié à ça, je voulais dire que Néménine, c'était donc, nous venons de le dire, un professeur, c'était aussi un écrivain. Oui. Hein, et là, justement, nous allons donc peut-être parler de légitime défense. Et c'était aussi un militant. Il ne faut pas oublier ça, puisqu'il il avait adhéré donc, au Parti communiste. Donc c'était un homme en quelque sorte entier, hein, et c'est aussi cela qui était apprécié au lycée. Alors, je vais te faire écouter quelqu'un qui parle de lui, qui n'est pas martiniquais, et qui dit ce que tu dis pour son militantisme et qui était un homme entier. François, on a la vidéo. Qu'est-ce passa? Heureusement qu'on n'est pas en direct. Ce que je retiens d'extrêmement important, c'est le manifeste de légitime défense en 1932. Ce manifeste de légitime défense, c'est la première rupture de l'intelligentsia martiniquaise avec le passé. C'est la toute première rupture. En juin 1932, ils ont fait ce manifeste avec René Ménil, Jules Monroe, les frères Leroux, Étienne était Leroux. Et le texte de ce manifeste était une rupture totale avec le colonialisme. Parce que, oui, ils avaient adhéré à la fois en même temps au surréalisme qu'ils venaient de découvrir à Paris, en pleine effervescence, et aussi ils avaient adhéré au communisme. Ils ont adhéré à la fois au marxisme et au surréalisme. Et c'est Césaire, alors très jeune, qui venait d'entrer à l'école normale, un peu plus tard, Césaire aura été un lecteur, peut-être l'un des premiers lecteurs intelligents de légitime défense. Et après, la génération de Glissant a lu également légitime défense. Parce qu'avant, la littérature martiniquaise était une imitation absolument plate de tout ce qui se faisait en France, imitation du romantisme, du symbolisme, du Parnasse. Et dans cette circonstance, Césaire est venu en Haïti, il a fait un séminaire qui nous a beaucoup intéressés, qui nous a fascinés littéralement, et Césaire nous a révélé à la fois le marxisme et le surréalisme. C'était formidable. Voilà, donc tu as reconnu. Oui, bien sûr, que je connais très bien, René de Pestre. Haïtien. On est haïtien, oui, qui est un remarquable aussi écrivain, remarquable écrivain. Je conseillerais à tout le monde de lire Alléluia, pour une femme jardin, et puis bien d'autres encore. Hein. Poète, grand poète aussi, de Pestre, grand poète. Et qui sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle parce que, en fait, il a terminé par ça d'ailleurs en disant Césaire nous a appris, etc. Parce qu'à l'époque, Césaire s'est déplacé donc en Haïti, à Port-au-Prince, et Césaire a donné plusieurs conférences. De Pestre était évidemment au premier rang, mais en plus de ça, il a rencontré Césaire et Césaire leur donnait un certain nombre de conseils, d'autant plus que De Pestre, à cette époque, créait une revue qui s'appelait La Ruche, hein, et qui était une revue poétique avec un certain nombre de jeunes haïtiens. Et donc, il dit c'est Césaire qui nous a appris à lire intelligemment. Tout à fait, oui, la première lecture intelligente de légitime défense. Oui, parce que, et il a raison, c'était une véritable rupture, légitime défense. Et je voulais ajouter une chose s'agissant de René de Pestre, c'est
d'abord son immense générosité. Hein. Je me rappelle par exemple la première fois qu'on s'est rencontrés, De Pestre et moi, c'était à l'UNESCO, parce qu'il a travaillé pendant très 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 longtemps à l'UNESCO, et il m'a accueilli vraiment les bras ouverts en me disant mais je suis en train de lire justement ce que tu as écrit, parce que je venais d'écrire un texte dans la revue Acoma, qui était la revue d'Édouard Glissant. Donc voilà quelqu'un qui connaît... Et c'est lui qui a fait rentrer Édouard Glissant à l'UNESCO aussi. Tout à fait. Et donc, De Pestre entame là, justement, cette rupture, hein, c'est le mot qu'il a employé, que constitue légitime défense. Alors pourquoi rupture? Rupture parce que légitime défense, ça va être le dos tourné à un certain nombre de choses qu'ils exècrent, hein, qu'ils n'aiment pas du tout et qui sont pour eux quasiment indignes. Hein. Carrément. Ah oui. D'ailleurs, le manifeste de légitime défense commence par cette phrase qui est une phrase brutale. Ceci n'est qu'un avertissement. Nous tenons à nous engager complètement. Et nous en avons à tous ceux qui, consciemment ou non, cherchent par leur sourire, leur travail, leur exactitude, leur correction, leurs paroles, leurs écrits, leurs actes et leur personne, à faire croire que tout peut continuer ainsi. Donc, justement, il s'agit d'arrêter. Oui, voilà, c'est ça. Hein? On aurait besoin d'hommes comme ça maintenant, à l'époque où nous vivons. Mais sans doute. Et donc, c'est là où, justement, ils affirment. Alors, De Pestre a cité, me semble-t-il, le surréalisme, oui. Mais légitime défense reposait sur un trépied. C'était le marxisme, le surréalisme et la psychanalyse. Oui. Parce que la psychanalyse, évidemment, venait d'avoir un tout petit essor, donc venait d'apparaître et s'installait un petit peu dans j'ai envie de dire, dans les consciences de ceux qui travaillaient, de ceux des chercheurs, etc. Et donc, c'était sur cette base-là que légitime défense se fondait. Et c'est pour ça qu'il parle de l'homme plante, de l'homme martiniquais qui vit avec son environnement, qui n'est pas à comparer à l'européen, qui n'est pas à comparer... Pas du tout. Alors, eux, justement, ils contestent, ils le disent d'ailleurs, nous acceptons également sans réserve le surréalisme, nous lions notre devenir avec lui. Hein? Donc, c'est dire que c'était ça. Et pourquoi la psychanalyse? Parce qu'ils ont lu Freud. Et ils disent, justement, quant à Freud, nous sommes prêts à utiliser l'immense machine à dissoudre la famille bourgeoise qu'il a mise en branle. Hein? Nous prenons le train d'enfer de la sincérité, nous voulons voir clair dans nos rêves et nous écoutons leur voix. Donc voilà pourquoi il s'attaque en fait, j'ai envie de dire, à un certain confort. Hein? Il ne parle pas là des ouvriers, il parle d'une petite bourgeoisie qui existe à ce moment-là aux Antilles, aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe, et donc qui est dans un certain confort, et en particulier un confort, je dirais, intellectuel et moral, que le légitime défense n'accepte pas. Et c'est pour ça qu'ils vont finir par dire, d'ailleurs, oui, certains d'entre nous, nous sortons de cette petite bourgeoisie, nos parents sont de cette petite bourgeoisie, mais désormais nous sommes traites donc à cette classe. Vous voyez, donc c'est... Et on dit que c'est une classe, je crois que dans Tropique, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais il y a un passage où il dit que les gens sont trop dans leur confort, tu l'as, toi? Non, mais là, il parle de légitime défense, là. Oui, là, c'est surtout légitime défense. Surtout, oui. Alors, ce qu'ils disent d'ailleurs, ce premier recueil de textes est plus spécialement consacré à la question antillaise telle qu'elle nous apparaît. Ce qui veut dire que le marxisme, le surréalisme et la psychanalyse sont des outils qui peuvent servir au monde entier. Et ils se revendiquent de ce monde entier. Mais pourquoi faire
c'est-à-dire pour traiter la question antillaise. Martiniquaise. Et martiniquaise en particulier. Hein. Ouais. Et donc, c'est là où, en fait, un certain nombre d'autres vont venir et vont être, comme disait De Pesque, des lecteurs intelligents de légitime défense. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose, Geneviève? Oui, tu as fini avec le manifeste? Oui. Oui. Non, Alors, non. je vais ajouter quelque chose, si tu veux bien. Alors, D'abord- Geneviève, dans Légitime Défense, ce que tu as fait aussi, c'est qu'on connaît Légitime Défense, mais tu as retrouvé d'autres textes inédits, 12. Voilà. Tu l'as Alors, enrichi de 12 Il faut préciser, textes. légitime défense, en fait, il est signé par... Regarde, vous avez les noms devant. Devant, Étienne, Voilà, il y en a- Étienne il y a 8 Léraud, René signataires. Méry, Ménil, Jules Marcel Monroe, Maurice Sabas Kitman et Simone Yoyot. Voilà. Simone Yoyot est devenue l'épouse de Jules Marcel Monroe, mais elle est décédée très jeune, Oui, en tout à fait. 1936, donc à ils se fait. sont remariés assez vite. Et Léna, qui est vivante, qui est martiniquaise, vit en Martinique. C'est leur fille. D'accord. Ils étaient très liés avec René. Alors, donc, ils ont été, en fait, 8 signataires qui ont écrit Légitime Défense. Oui. 8 signataires. Il y a eu donc le manifeste, c'est-à-dire leur nouvelle conception de vie. C'est ça le plus important que vient de lire André. Donc ça explique, ça donne les détails de leur action future. Mais donc c'est le mouvement qui s'appelle Légitime Défense. Il faut pas oublier que c'est un mouvement que René a créé qui s'appelle Légitime Défense. À la suite de ça, ils ont fait ce manifeste, ils l'ont écrit. Mais pour Légitime le Défense public. par rapport à quoi? Ils se sentent menacés par quoi? Ben, de justement, tout, partout. C'est de Partout. tout, c'est Non, contre je veux la dire par colonisation. l'idéologie bourgeoise. Voilà. Hein, c'est ça qu'ils Et la rejettent. colonisation. Et surtout la Et bien colonisation. entendu, la colonisation, puisque en dehors donc Nous sommes en 32. Voilà, nous sommes en 32 et nous sommes une colonie. Bien Faut pas sûr. oublier ça. C'est même pas la Martinique déguisée en département. Hein. C'est la vraie colonie. C'est la vraie colonie, disons-nous. La métropole. Et alors, Nous avons... Alors justement, pour ce faire, ils ont fait des articles. Et ils ont fait des articles qui sont dans cette première revue. Il devait y en avoir d'autres. Et dans cette revue, il y a 5 articles qui dénoncent ce qui se passe en Martinique. C'est un constat de la vie en Martinique dans les années 30, et c'est la critique. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est ça, surtout, c'est le constat, mais attention, maintenant, il faut agir, il faut réagir. On peut voir comment ça se passait en Martinique, on peut avoir un extrait? Ben, on a lu la dernière fois, ça a été lu pour les écoles. Oui. Mais dis-nous pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut relire? Par exemple, Misère d'une poésie. Justement, Misère d'une poésie, c'est, je crois que c'est Étienne Léraud qui l'a écrit, Misère d'une poésie, donc il parle d'une décadence blanche, il dit quand même très important, c'est là où on en parle, s'il fallait chercher la poésie, là où on l'a contraint à se réfugier, c'est dans le créole qu'il faudrait puiser, qui n'est point un langage écrit. C'est dans les chants d'amour, de tristesse et de révolte des travailleurs noirs. Déjà, en 1932, il disait « il faut parler créole ». Et jeudi, nous parler créole, dis que jeudi. Maintenant, oui, c'est quand même... Et jeudi, il y a peine français, il y a français, coûte la peinti créole. C'est vrai. Oui, mais c'est déjà une sacrée avancée. Oui. Enfin, il le Oui. parlait. Il le parlait, faut pas oublier, mais on a interdit de parler créole. D'ailleurs, tout comme on a interdit de parler les langues Le breton, en France. les Absolument. autres, bien sûr. Donc, D'accord. ça a été la même chose. Il fallait parler français. Donc, et c'est là, on est poète aux Antilles comme on est bedeau ou fossoyeur. C'est clair, hein, dis-nous. Et mais puis, pourquoi? l'Antillais, je crois que tu l'avais lu la dernière fois, l'Antillais, bourré à craquer de morale blanche, de culture blanche, d'éducation blanche, de préjugés blancs, étale dans ses plaquettes l'image boursouflée de lui-même. On pourrait connaître comme ça d'être un bon décalque d'homme pâle, lui tient lieu de raison sociale, aussi bien que de raison poétique. Tu fais comme un nègre. Ne manque-t-il pas de s'indigner si en sa présence vous cédez à une exubérance naturelle? Voilà, c'est un tout petit passage, et il y a d'autres articles comme ça. Il y a surtout un très bel article aussi qu'ils ont repris, là c'est de
de Claude Mackay, qui s'appelle Banjo, et qui est sur l'attitude d'un Martiniquais vis-à-vis d'un Africain. Ah bon? Vas-y, Banouille. Ça, c'est long quand même. Hein. Mais donne-nous, vas-y. Tu veux lire, tiens, quelle page? Voilà. Tiens, tu veux peut-être lire des passages? Oui, alors, ils le disent d'ailleurs, hein, l'étudiant antillais, c'est le titre, vu par un noir américain. Ray avait fait la rencontre d'un étudiant noir martiniquais. Pour lui, la plus grande gloire de son île était d'avoir vu naître l'impératrice Joséphine. Au moment où les statues sont déboulonnées, n'est-ce pas? Vous voyez un peu ce que ça peut donner. Cet événement donnait à la Martinique une importance qui lui faisait dépasser de haut toutes les îles des Antilles. Évidemment, par la suite, donc, il va contester ceci. Mais c'est en relation avec cette phrase qui est extrêmement forte et qui est dans le manifeste. Il dit ceci: « Issu de la bourgeoisie de couleur française, qui est une des choses les plus tristes du globe, nous déclarons, et nous ne reviendrons pas sur cette déclaration, face à tous les cadavres administratifs, gouvernementaux, parlementaires, industriels, commerçants, que nous entendons, nous, traite à cette classe, aller aussi loin que possible dans la voie de la trahison. Nous crachons sur tout ce qu'ils aiment, vénèrent, sur tout ce dont ils tirent nourriture et joie. » Vous voyez, donc c'est un texte quand même qui est extrêmement violent et qui dénonce précisément, hein, un peu comme cet élément et cette allusion de Claude Mackay, c'est-à-dire cette idéologie bourgeoise, n'est-ce pas, où on se retrouve jusqu'à dire que l'une des plus belles choses de la Martinique, c'est la statue de la naissance de Joséphine aux Trois-Îles. Voilà. Et donc c'est cette révolte-là, parce qu'ils le disent aussi, hein, je voulais signaler ça, ils disent, si notre critique est ici purement négative, nous nous en excusons, etc., parce que, alors je ne vais pas lire la phrase parce qu'elle est longue, mais ils ajoutent, nous espérons à partir du prochain recueil, qui ne sortira jamais d'ailleurs, ce recueil. Pourquoi il ne sortira pas? Eh bien, ça, il n'y a pas... Je vais l'expliquer. Tu vas l'expliquer? Il y a des explications à donner. Bon, je me laisserai Geneviève, justement, le dire. Nous espérons, à partir du prochain recueil, développer ici notre idéologie de révolte. Donc, ce sont des révoltés, il faut bien le dire. Ah oui. Et j'ajouterai un mot encore sur ces éléments-là. C'est ce que dit... C'est ce que dit, plusieurs années après, René Ménil. Il dit, et Geneviève doit certainement connaître cette phrase, il dit, avec légitime défense, nous étions beaucoup plus fanonistes que marxistes. Ah oui. C'est-à-dire que... En référence à Fanon. Voilà, en référence à Fanon. Hein, c'est dire que la notion de révolte qu'ils évoquent là est une notion justement qui pose Légitime Défense comme une revue beaucoup plus fanoniste que marxiste. Oui, mais là, ça s'explique parce que René, il a un article où il dit on pensait blanc, on nous faisait penser blanc, tout était blanc, or nous étions noirs, nous étions les petits-fils d'Africains, et c'est pour ça que après ça rejoint Fanon, mais plutôt Fanon aussi a rejoint René. Il faut le dire un petit peu dans ce sens-là, puisque c'est en 1932 qu'il a parlé de ce contexte-là. Et puis, hein, il était plus jeune que Fanon ou moins jeune? Ah ben René, oui. Il était beaucoup plus âgé que Fanon, beaucoup plus âgé. Beaucoup plus âgé, oui. Beaucoup plus âgé. Ah bah oui, beaucoup plus âgé. Alors, pour revenir à la légitime défense... Tu disais, pourquoi ça n'a pas paru, alors... Pourquoi les numéros à venir ne sont pas apparus? Je vais y arriver. Déjà, il faut dire qu'il y a le manifeste, c'est l'explication, et il y a eu les articles donc, qui font la revue. Il n'y a pas beaucoup d'articles, il n'y a que 5 articles et 15 poèmes. Donc, en fait, il était léger, Légitime Défense. Oui. Mais alors, les articles qu'on fait étaient frappants, étaient forts, violents. Et
ils avaient prévu, c'était une revue, donc c'était le premier numéro. Il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y en a pas eu d'autres, pourquoi? Mais parce que le temps a manqué. Ils ont écrit. Ils ont continué à écrire dans Justice, puisque j'ai retrouvé des articles qui ont été publiés, donc qui auraient dû faire l'objet de la revue numéro 2. Eh bien, vous avez la revue numéro 2 dedans, puisque j'ai trouvé une douzaine d'articles. Il en manque un, je suis sûre et certaine, parce que c'était annoncé, et malheureusement, les archives, elles sont vieilles, 1930-1930, où on n'a pas de journal, ou bien c'est abîmé, le temps a fait son œuvre. Il y avait des passages que j'arrivais pas du tout à lire, c'était les bêtes qu'avaient mangé, enfin bon, bref. Et aux archives à Aix-en-Provence, puisqu'on a des archives en Martinique, le Parti communiste a les archives de Justice et il en a remis une partie aux archives départementales. Mais les autres, la bibliothèque Schellcher a aussi des archives, mais il y en a qui sont réunis en France. C'est complémentaire à Aix-en-Provence, les ANOM, ça s'appelle, et c'est là. Et là, on n'a pas droit. J'ai pas eu le droit d'y toucher. J'ai eu le droit de toucher aux plus récentes, enfin, c'est-à-dire 35-36 quand même. Hein. Mais celle d'avant, ça a été difficile, et la directrice ne m'a pas autorisé à les toucher parce qu'elles étaient trop abîmées, mais elle a regardé pour moi. Elle a regardé pour moi, elle s'est engagée, ce que je la remercie d'ailleurs, mais en fait, ce qu'elle m'a trouvé, je l'avais déjà. Donc ça voilà, t'a apporté... c'est un petit peu. Mais j'ai trouvé donc 12 articles qui figurent dedans. Donc, ils n'ont pas eu le temps de le faire. Ils n'avaient peut-être pas les moyens, peut-être, parce que la vie était dure, hein, quand même. Ils avaient la bourse, on va en reparler après à Tropique. Donc, et parce que le mouvement... ça a progressé, et puis ils ont créé, René a lancé, c'est sûr que c'est lui qui l'a lancé, parce que j'ai la lettre de Jules Marcel Monroe, et lui dit, ton idée de front commun, là, c'est difficile, tu comprends, il va falloir encore parler aux gens, essayer de... Et il a créé le groupe Front commun. Donc, Légitime Défense s'est arrêté, ça a continué avec Front commun, ça a porté un autre nom. Et, mais par contre, les articles que j'ai sont signés Légitime Défense. C'était signé LD ou bien Légitime Défense. Est-ce que tu veux nous lire, c'était dans la même veine ou c'était un petit peu... Ah non, c'est la même veine. Oui, mais il y en a un qui est extraordinaire. C'est lequel? Vas-y, bon, dis-nous. alors, ça s'appelle Les nègres, c'est chiens. Déjà, le titre. Et ils utilisaient le mot nègre parce que c'était leur combat. Et continuer jusqu'à la fin, tu lisais le mot nègre, il l'avait anobli, il l'avait aujourd'hui. On est en train de dire le contraire. C'était déjà la négritude ou pas? C'était déjà le concept était lancé de négritude avec Césaire. Il a écrit Cahier d'un retour au pays natal en 1939, de toute manière. Donc c'était déjà... Donc, il l'avait. Donc avec Senghor et les autres, c'était en marche. Voilà, c'était en marche. D'accord. Non, mais là, ça n'a rien à voir. C'est surtout que... Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir, désolé. Dans Les nègres, ces chiens, il explique, il a lu Mein Kampf en entier. Hein, et je sais que c'est lui, j'ai signé Légitime Défense, mais je sais que c'est lui. Et il attire l'attention sur ce que va devenir le noir, il parle de l'Africain et il parle du noir en général, avec le nazisme. Si on ignorait en Martinique que ce qui allait se passer, c'est qu'on n'avait pas lu Légitime Défense. Ou c'est que, bien sûr, on avait éteint, parce que c'était interdit, Légitime Défense, hein, de toute manière. Vas-y, donne-nous un passage de Les nègres, ces chiens. Alors oui, je vais vous lire un passage des nègres, ces chiens. Excuse-moi. Où il y a en particulier des citations de Mein Kampf. Hein, oui. Alors, dis-nous, Mein Kampf, c'est quoi? Mais c'est le livre, j'ai envie de dire, c'est toute la théorie et toute l'idéologie du nazisme. Hein, On peut faire un parallèle avec le Code noir ou oh non, c'est pas aussi fort. Parce que c'est la destruction avec. C'est pas tout à fait la même chose parce que en réalité, le Code noir codifie, tandis que là c'est la dénonciation en quelque sorte du nègre. Pourquoi alors il le dit d'ailleurs dans Mein Kampf, Hitler. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Maintenant, des nègres qui deviennent médecins, ingénieurs, etc.
Mais ils ne sont pas faits du tout pour ça. Donc il faut éliminer justement ce genre d'idées et lutter contre ce genre d'idées. Non, il faut que le nègre reste à sa place. Et pour lui, le nègre, c'est effectivement quelque chose entre l'humain et la bête, quoi. Mais c'est bien ce qui s'est passé lors de la guerre. C'est les Africains qui étaient la chair à canon et qui ont subi... Ça va être concrétisé un peu plus tard, bien sûr. Vas-y. Alors, le problème naît... Alors, Hitler donne des conseils aux Américains lyncheurs de nègres. Le problème nègre est le problème le plus important pour l'existence des États-Unis. Si enfin on abandonne dans ce domaine le principe stupide de l'égalité et de l'égalité des droits de toutes les races et de toutes les religions, les conclusions nécessaires à l'égard des Juifs et des Jaunes s'imposent d'elles-mêmes. Une fois que les Noirs seraient privés de leurs droits politiques, un plan méthodique de refoulement des nègres vers l'Afrique centrale s'avérerait à la longue une entreprise lucrative, étant donné que chaque nègre pourrait être facilement remplacé par un blanc, ce qui apporterait beaucoup plus d'unité aux États-Unis. Si on ne prend pas cette mesure, les Noirs, qui comptent aujourd'hui 12 millions d'âmes, en compteront bientôt 50, et en leur qualité de combattants du bolchevisme, ils prépareront la fin de l'Amérique blanche. Ça, c'est dans Mein Kampf, page 654-650. Il est certain que l'immense territoire africain où tant de nègres vivent comme sujets français, misérables et maltraités, souvent condamnés à mourir entre les rails des chemins de fer, où ils sont tenus de payer de leur vie l'honneur d'être colonisés par la France, montre assez l'infériorité de fait que subissent les nègres. Il appartient au fascisme de généraliser et d'aggraver l'esclavage des Noirs. Quand la réaction atteint son extrême, il n'y a plus d'aristocratie noire composée d'avocats, de médecins, d'artistes. Il n'y a que des nègres, c'est-à-dire des animaux domestiques. Ah ben, disons. Voilà. Voilà pourquoi c'est important de connaître l'histoire, de lire, d'avoir des... Parce que les gens aujourd'hui qui déboulonnent les statuts, qui disent on ne veut pas de ce genre de gloire, de ce genre, partout dans le monde, il y a des gens qui ont eu ces écrits, qui connaissent ça. Et c'est pas divulgué, je veux dire, c'est pas... Oui, mais le problème, c'est que, précisément, c'est la connaissance qui peut fonder la révolte. C'est ça, c'est ce genre de choses-là qui peut fonder la révolte. Et c'est pour ça qu'une revue comme Légitime Défense prend ça en charge. Et disent, mais voilà ce qu'on dit de nous. Oui. Et donc, ça ne peut que, en quelque sorte, indigner ceux qui sont visés par de tels propos. Et j'aime bien le titre. Donc, le titre est d'autant plus important aujourd'hui, éveilleur de conscience. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est vraiment... Je pense que René a été effectivement des grands éveilleurs de conscience. Et ça va se traduire là aussi, la connaissance dont je parlais à l'instant, ça va se traduire aussi par la création donc, de Tropique. Oui. Tropique qu'on ne trouve plus, Geneviève. Ah ben non, il n'est pas réédité. Il n'est pas réédité. Ça c'est... Vas-y, parle. Il n'est pas réédité. Il faut préciser que Tropique, c'est une rencontre entre Aimé Césaire et René. Il faut dire c'est la continuité de Légitime Défense. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est René qui l'a écrit. Donc il en était le directeur, Aimé Césaire. C'est important parce que René, de toute manière, il n'aimait pas se mettre en avant. C'était la discrétion. Par contre, il fallait qu'il écrive, il fallait qu'il dise ce qu'il pense, il fallait qu'il donne sa révolte. Donc ils l'ont fait, ils l'ont tous fait dans Tropique. Je vais te donner la parole, mais j'ajouterais aussi que attention, Tropique
Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, en 1939, le Parti communiste a été interdit. Les communistes étaient pourchassés. Tout à fait. En France, ils ont été exterminés. En Allemagne, ils ne sont pas gênés. Ils ont exterminé les Juifs, les Noirs. Pourquoi ils étaient pourchassés? Pourquoi il fallait ils les ont exterminés? Mais parce qu'ils dénonçaient tout ça, c'était des éveilleurs. Bien sûr. Et même aujourd'hui, Trump en a contre les communistes. Bien entendu. Et donc, ce que dit Geneviève est tout à fait intéressant, parce qu'en réalité, c'est une continuité, Tropique. C'est une continuité. Parce que nous allons voir dans Tropique s'éveiller à la fois une conscience de nous-mêmes, et j'ai envie de dire que c'est presque redondant, une conscience caribéenne. Et c'est pour ça qu'on va trouver dans Tropique beaucoup de choses qui viennent de la Caraïbe. Donc on va accueillir, par exemple, un certain nombre d'écrivains de la Caraïbe, et on va en particulier accueillir des Cubains. Parce que là aussi, il y a des choses qui se font à Cuba. Et puis il y a une révolution qui se fait à Cuba. Tout à fait. Mais alors là, c'est plus tard. C'est plus tard. Mais alors, donc, qu'est-ce qu'on va... Tropique il faut qu'on avance là. Tropique n'a pas été interdit au départ. Il a été censuré en 1943 parce qu'ils se sont rendus compte que justement c'était contre le gouvernement, contre le système en place qui était sous le maréchal Pétain, donc le temps de l'amiral Robert. Non, c'est le Parti communiste qui était interdit. Tous les partis, partout en France, de toute manière, c'était pareil. Il a été quand même, il a vu le jour, donc, et donc il y a eu pas mal d'articles dedans. Et puis, je vais dire en passant que c'était la maman de Madame de Grandmaison qui éditait les revues. Mais quand on lit, alors est-ce que c'est ça le surréalisme? Parce que c'est très, très, très... C'est pas clair qu'on lit. C'est pas... j'ai l'impression, quand j'ai lu... attends. Non, les articles sont à la portée de... Ah non, les articles dans Drame légendaire, c'est qui Don Quichotte? C'est quoi la menace? Ah ben là, il faudrait lire l'article en entier, Don Quichotte, c'est Cervantes qui a fait, et donc il se bat contre les moulins à vent. Oui, non, mais quand il dit, voilà Don Quichotte, équestrement immobile au sommet de la colline, entre le manguier méditatif à l'abri. Oui, alors en fait, c'est une métaphore. Non, c'est un texte de René Ménil, qui est... Je parlais de l'humour tout à l'heure, l'humour de René. Il traduit ça dans sa littérature, dans les petites, on pourrait dire presque, les petits textes qu'il faisait et qu'il appelait les scénarios. On retrouve là cet humour, et là il fait tout simplement un soir, Don Quichotte arrivé au Gomorrhe. Oui, c'est ça, j'ai du mal à comprendre. Oui. Non, mais c'est une manière de dire, on peut toujours rêver, parce que l'imaginaire est une chose extrêmement importante. Oui. Mais ce que je voudrais lire... Vas-y, c'est quelle page? C'est la réponse de Tropique. Si c'est les deux, il n'est pas dans celui-là. Si c'est le même, c'est le même. C'est le même, non? Quelle année tu as, toi? Regarde, sur le côté. Alors, c'est le 41, 42. C'est pareil, c'est le même. C'est le même. Alors, au tout début, c'est la réponse de Tropique, parce que Geneviève faisait allusion justement aux interdictions. Oui. En réalité, Tropique, on était obligé de le faire, demande la permission de sortir une revue littéraire. Ouais. Bon, jusque-là, les gens qui sont, il ne faut pas oublier, au pouvoir, qui sont des pétainistes, c'est le règne de Pétain, l'amiral Robert. Ils ne se méfient pas. Ils disent OK, allez-y, c'est des Noirs. Oui, puis ils vont sortir des poèmes, etc. Enfin bon, c'est pas grave. Mais petit à petit, ils s'aperçoivent que finalement, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Et il y a une affirmation d'une culture, de la culture antillaise, par exemple. Et que c'est pas tout à fait la culture française ou comme disait De Pestre tout à l'heure, c'est pas le Parnasse, la poésie parnassienne. Oui. C'est une poésie qui est quand même bien nègre, bien nègre et bien affirmée. Et à ce moment-là,
Donc, parce que, j'oubliais de le dire, il fallait à l'époque demander du papier. Oui. Parce que nous sommes là, évidemment, dans un régime d'exception. Donc, il fallait demander le papier pour pouvoir éditer le journal, hein, la revue Tropique. Et donc, on leur refuse ceci. Et on les accuse d'un certain nombre de choses. Et c'est là que Tropique fait une réponse qui s'intitule « À Monsieur le lieutenant de vaisseau Bell. Nous avons reçu votre réquisitoire contre Tropique. Raciste, sectaire, révolutionnaire, ingrat et traître à la patrie, empoisonneur d'âme, aucun de ces épithètes ne nous répugne essentiellement. » Parce qu'ils étaient traités de tout ça par ce fameux lieutenant de vaisseau Bell. Empoisonneur d'âme, d'accord. Comme Racine, au dire de ces messieurs de Port-Royal. Ingrat et traître à notre si bonne patrie, oui, comme Zola, au dire de la presse réactionnaire. Révolutionnaire, comme L'Hugo des Châtiments. Sectaire, passionnément, comme Rimbaud et Lautréamont. Raciste, ah oui, du racisme de Toussaint Louverture, de Claude McKay, de Lang Song Yuns, contre celui de Dumont et aussi celui de Hitler. Pour ce qui est du reste, n'attendez pas de nous ni plaidoyer, ni vaine récrimination, ni même discussion. Nous ne parlons pas le même langage. Et ça se termine comme ça, et c'est signé Aimé Césaire, Suzanne Césaire, Georges Gracian, Aristide Mauger, René Ménil, Lucie Thésée, par ordre alphabétique. D'accord. Voilà. Donc c'est une réponse cinglante et qui montre à quel point, justement, Tropique était éloigné, évidemment, de cette idéologie de Vichy. Et c'est cette réponse fait suite à la lettre qu'avait envoyée Bayle, j'ai l'original ici, où on fait la censure de Tropique. Donc, Voilà. suite à ça, la censure. Ah oui, ça a été censuré, mais ça n'a pas duré longtemps parce que l'amiral Robert a été renvoyé, je crois, dans les 43, Oui, c'est ça, je crois. c'est ça. Donc ça a repris jusqu'en 45, Tropique. Alors, la période Tropique, on l'a vu, la théorie critique de René Ménil envers le doudouisme, la négritude. Ah oui, alors là, là effectivement... C'est tracé, voilà, c'est dans tracé. Dans tracé, déjà dans Tropique. Hein. D'accord. Suzanne Césaire, avec Aimé Césaire et René Ménil, sont très critiques vis-à-vis de la poésie qui sort. Parce que c'est une poésie qui est imitative. C'est une poésie qui est assimilationniste. C'est comme celle de Lafka Joher. Non, parce que Lafka Joher avait au moins une originalité, c'est qu'il décrivait les choses. D'accord. Hein. N'oublions pas que Lafka Joher était d'abord un journaliste. Oui. Donc, il décrivait les choses et de ce point de vue, il est très précieux. Donc, ce n'est pas du tout Lafka Joher qui est visé, non. Ce sont les Martiniquais eux-mêmes qui font... des poèmes, pratiquent une poésie, mais une poésie assimilationniste. Assimilationniste et doudouiste. On va chanter, par exemple, la beauté du flamboyant, des fleurs, etc., ou même la beauté des femmes, etc., mais rien sur le fond. C'est-à-dire rien en ce qui concerne la situation sociale des Antilles. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la Martinique est encore, une fois de plus, une colonie, hein, et que les travailleurs sont dans une misère terrible, incroyable. Et c'est d'ailleurs ce que l'on retrouve dans le discours de Césaire, quand il va demander justement à ce que les 4 pays deviennent des départements français, évidemment la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. Et à la Chambre des députés, il va prononcer un discours où il décrit justement cette misère-là. Hein. Et c'est justement tout ça. Alors, cette misère, elle est aussi culturelle. Et c'est pour ça que Tropique existe, justement.
pour sortir de cette misère culturelle qui est une misère due à l'assimilation, hein, où on imite ce qui se fait en France. Mais nous, sans tenir compte, justement, mais bien sûr. Nous, oui. Mais on ne va jamais s'en sortir, oui, alors. tout à fait. Parce que, d'un autre côté, ce qui s'est passé, c'est que, et on revient aux événements récents, c'est que le shelchérisme est devenu, précisément, a été happé par l'assimilation, justement. Bien sûr. Par les assimilationnistes et ce sont eux qui ont vanté effectivement les mérites et tout. Alors, on me de fait signe, comme d'habitude, on est trop long, on me fait signe que c'est fini, donc il va falloir dire rapidement l'empreinte précieuse laissée par René Ménil. On savait qu'il avait une obsession, c'était les livres, on a vu, éveilleur de conscience. Alors, c'est quoi l'empreinte précieuse laissée par René Ménil? Ben, d'abord, vous l'avez dit, un éveilleur de conscience, mais surtout, j'ai envie de dire, c'est sa littérature, c'est son écriture, qui est une écriture très, très fine, une écriture qui très souvent d'ailleurs pratique l'humour, et une écriture qui nous amène un peu partout. Donc, à lire, il faut qu'on ait Absolument. tout ça dans nos bibliothèques, à laisser à nos enfants, à garder et à relire. Oui, parce que c'est un auteur vraiment important pour nous. D'accord. Le mot de la fin? Et il aborde beaucoup de problèmes littéraires. Oui, dans on l'a les livres, vu. ils ont des hommages. Mais on va revenir, puisqu'on va faire la 3e émission, ce sera avec le René Ménil communiste. Ce sera lundi prochain. Donc, merci beaucoup, André Lucrèce. Merci. Faut faire plus longtemps l'émission, c'est tellement intéressant. Mais voilà, donc François me fait signe que le temps qui est parti est terminé. Donc, vous allez revoir cette émission, si vous l'avez pris en cours, vendredi matin. Et moi, je vous dis à vendredi après-midi. Merci. Il n'y a pas mercredi?